Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Vous connaissez Manuel? Manuel Antonio Noriega est un ex-agent de la CIA, un général allié de Washington, devenu l'homme fort du Panama en 1983. Mais quand il a commencé à se montrer récalcitrant et incontrôlable, les USA de George Bush père l'ont accusé de trafic de drogue, ont mis sa tête à prix pour $1 million et ont déclenché l'opération Just Cause le 20 décembre 1989. Résultat, des milliers de morts en 10 jours, l'armée américaine qui met sous siège la nonciature apostolique du Vatican à Panama City, où Noriega s'était réfugié, et a recours à une guerre psychologique, bien connue au Niger où je suis, puisqu'on l'a employée pour faire partir l'armée française, en diffusant sans relâche de la musique rock et du heavy metal, cette fois sous ses fenêtres, ce qui amène Noriega à se rendre aux Américains le 3 janvier 1990. Il est condamné à 40 ans de prison aux États-Unis, en purge 17 avant d'être extradé d'abord vers la France où il fait 2 ans de prison, puis au Panama où il meurt en détention en 2017. Je vous en parle aujourd'hui pour vous montrer que le mode opératoire violent et brutal des Américains que nous avons observé lors de l'agression contre le Venezuela et l'enlèvement du président Nicolás Maduro et de son épouse Cilia Flores le 3 janvier 2026 s'inscrit dans une continuité historique et que si nous, en Afrique, nous ne prenons pas des mesures préventives que je vais évoquer dans cette émission, ce que nous allons subir s'inscrit dans le même ordre d'idées, voire pire. Et ce n'est pas faute de vous avoir déjà averti. Je vous le dis et je vous le répète encore une fois. Si nous ne sortons pas des enclos dans lesquels les Occidentaux nous ont parqués depuis trop longtemps, si nous ne claquons pas la porte du franc CFA, de la francophonie, de la Cour pénale internationale, de l'OMS, de l'accord de Paris sur le climat, de l'aide publique au développement. Si nous ne nous mettons pas ensemble pour développer une vision des intérêts et des politiques communes, non pas à travers l'Union africaine, la CEDEAO et la CEMAC, qui sont des instruments complètement gangrénés au service de l'extérieur, mais à travers de nouvelles institutions, alors les 4 prochaines années là seront les plus risquées et les plus dangereuses pour nous et signeront le retour de la colonisation violente et durable de l'Afrique. Quand un dirigeant étranger se met en travers de leurs intérêts, que ce soit dans leur précaré américain ou ailleurs dans le monde, il déploie toujours le même scénario. D'abord, la pression politique, qui est la phase durant laquelle il vous dénigre, il vous isole diplomatiquement et finance votre société civile ou opposition. Ensuite vient la phase des sanctions économiques pour vous asphyxier financièrement et même sur le plan alimentaire. Enfin, la troisième phase, c'est l'intervention armée, soit par le biais des militaires américains ou de la CIA, ou encore à travers des supplétifs mercenaires étiquetés comme rébellion ou résistance ou djihadistes. À l'issue de cela, vous finissez soit capturés comme Noriega ou Maduro, tous les deux un 3 janvier à 36 ans d'intervalle, soit expédiés de force en exil comme l'haïtien Jean-Bertrand Aristide, que les Américains ont fourgué dans un hélicoptère et déposé en Centrafrique en février 2004, ou alors assassinés par leurs sbires comme Jovenel Moïse, toujours en Haïti. George W. Bush, le fils de l'autre, l'a aussi fait avec Saddam Hussein, arrêté, humilié et pendu devant nos yeux en 2006. Barack Hussein Obama l'a fait avec Muammar Kadhafi, traqué et assassiné sauvagement devant nous en 2011. Et ce ne sont d'ailleurs pas les Américains seulement qui s'adonnent à cela. On a tous vu comment l'armée française est intervenue directement en Côte d'Ivoire en 2011, arrêtant et humiliant Laurent Gbagbo et son épouse Simone pour les remettre aux hordes barbares d'Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Plus récemment, en 2023, on a tous vu comment l'armée française a mobilisé 2000 soldats pour intervenir militairement au Niger afin de rétablir son agent Mohamed Bazoum au pouvoir. Quand il y a eu la crise au Niger,
On a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, vous voyez. Donc, heureusement, ce dernier coup de force a échoué. Grâce à la mobilisation du peuple nigérien, des États maliens et burkinabés et des gens comme moi qui avons mobilisé les opinions et éveillé les consciences. Alors, cessons de jouer les étonnés. En analysant les dynamiques du monde contemporain, nous constatons que la violence, l'impérialisme, la perfidie et le mensonge façonnent les relations et les interventions internationales, au point d'évoquer le retour aux pratiques coloniales. C'est ce que nous dénonçons depuis des années. Mais quelle ne fut pas ma surprise de voir le freluquet de l'Élysée qui nous combat et nous accuse en permanence de désinformation jusqu'à aller me faire sanctionner par l'Union européenne, s'approprier mon discours récemment. Les mêmes qui m'ont sanctionné reconnaissent aujourd'hui que ce que je dis depuis des années est vrai. Naweti. Nous, Français européens, nous subissons des discours anticoloniaux qui ne correspondent plus à des réalités, à notre pratique, et nous subissons une agressivité néocoloniale de certains. Nous refusons le nouveau colonialisme et le nouvel impérialisme, mais nous refusons aussi la vassalisation et le défaitisme. Mais que peuvent faire des pays qui ne sont pas des superpuissances pour contrer la belligérance et les appétits impérialistes d'un Donald Trump ou de l'État profond américain qui s'attaque même à leurs copains européens, comme on le voit avec le cas du Groenland ou de l'Ukraine? Certains seraient tentés de se dire qu'il vaut mieux coopérer avec eux. Je vois ainsi des ambassadeurs et envoyés spéciaux occidentaux faire le tour des pays du Sahel pour prôner la bouche en cœur une coopération sécuritaire et une approche renouvelée. Je veux mettre ici en garde les chefs d'État de l'AES. Attention, d'autres avant vous ont pensé que c'était la voie à suivre. Prenez votre Nyamaku et laissez-moi vous conter quelques épisodes. En 2011, le Wall Street Journal révélait les relations étroites que la CIA entretenait avec la Libye de Mouammar Kadhafi. L'agence américaine y avait même établi une présence permanente en 2004, coopérant ardemment avec les renseignements libyens dirigés par Moussa Koussa, allant même jusqu'à leur livrer des présumés terroristes en suggérant les questions que les Libyens devraient leur poser. C'est ainsi que Kadhafi, mis en confiance, pensait en toute bonne foi avoir apaisé ses relations avec les USA et aussi avec la France en finançant la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. La garde républicaine accueille Mouammar Kadhafi au palais de l'Élysée. L'ancienne bête noire des Occidentaux, commanditaire d'actes terroristes, a désormais droit aux honneurs de la République. Le colonel Kadhafi a abandonné son programme nucléaire et collabore dans la lutte antiterroriste. C'est à cet homme-là que le président français serre la main. Que nenni! Moussa Koussa, que Kadhafi avait même promu ministre des Affaires étrangères, était en réalité plus l'homme des Occidentaux que celui du guide. Il a très tôt fait défection quand l'étau meurtrier s'est resserré sur le régime et il s'est réfugié à Londres puis au Qatar. Le Qatar, justement, ce fidèle allié des États-Unis qui héberge d'ailleurs une immense base militaire américaine et dont les dirigeants ont non seulement promis 1,2 milliard de dollars d'investissement, mais également offert un Boeing 747-8 d'une valeur de 400 millions de dollars à Donald Trump au mois de mai 2025, ce qui n'a pas empêché ce dernier d'approuver les bombardements israéliens sur le Qatar 4 mois plus tard, en septembre 2025. C'est aussi en septembre 2025, le 5 plus précisément, que le New York Times a sorti un article qui a fait l'effet d'une bombe.
Le journal expliquait avec force détail comment une mission top secrète de l'armée américaine, approuvée par Donald Trump à l'insu du Congrès lors de son premier mandat, pour espionner Kim Jong-un et obtenir des informations stratégiques sur la Corée du Nord avant sa rencontre avec Kim sur le nucléaire en 2019, a tourné au désastre et causé la mort de plusieurs civils nord-coréens non armés. En effet, quand la SEAL Team 6, la même unité qui a tué Oussama Ben Laden en 2011, a débarqué nuitamment sur la côte en début d'année 2019, un bateau nord-coréen est apparu dans l'obscurité. Craignant d'avoir été repérés, les SEALs ont ouvert le feu et tué en quelques secondes tous les occupants, tous des civils. Les Américains se sont naturellement repliés et l'opération a avorté. On a tous ensuite pu constater que son sommet avec Pupuyu à Hanoï en février 2019 a été un cuisant échec pour Trump. Et surtout que quelques mois plus tard, en mai, Pyongyang a repris les essais de missiles balistiques et nucléaires qui étaient en pause depuis 2017, un message clair de Kim Jong-un aux Américains qui avaient voulu la lui faire à l'envers alors qu'il avait accepté de bonne foi de négocier. Vous vous demandez certainement pourquoi je vous raconte tout ça. Eh bien, tout simplement pour mettre en garde les autorités et les peuples du Sahel et de l'Afrique en général sur les dangers d'une collaboration avec les États-Unis en matière de sécurité et de défense. Pour tous ceux qui ne le savent pas, je rappelle les 5 axes de la politique étrangère américaine selon Henry Kissinger, l'ex-secrétaire d'État et un de ses architectes majeurs. Premièrement, les intérêts avant les valeurs. Les États-Unis coopèrent avec tout le monde, les dictatures, les régimes autoritaires et répressifs, et même les terroristes, si leurs intérêts stratégiques sont servis. Le bavardage sur la démocratie et les droits de l'homme, c'est des discours, pas une boussole. Deuxièmement, la stabilité avant la justice. Un dictateur prévisible est préférable à un peuple incontrôlable, d'où l'hostilité aux leaders populaires, révolutionnaires, indépendantistes et souverainistes. Troisièmement, un standard divisé pour régner. Il faut empêcher toute autre puissance ou coalition de dominer une région clé. Il faut morceler le monde, seuls les USA doivent rester un mastodonte. Des exemples, la guerre en Ukraine pour affaiblir l'Europe et la Russie, les attaques sur l'Iran, la Palestine, Taïwan et les Ouïghours en Chine, la partition du Congo et du Soudan en Afrique, la doctrine Monroe en Amérique. Quatrièmement, les alliés sont des moyens, pas des fins. Un allié est soutenu tant qu'il est utile et jeté comme du papier hygiénique après usage. Allez demander à Ben Laden, aux Shah d'Iran, aux Afghans, aux Kurdes, à Zelensky tout près là. Ce n'est pas une trahison, c'est la logique même de la réelle politique américaine. Cinquièmement, l'ordre mondial avant le droit international. Le droit suit le rapport de force et les règles ne s'appliquent qu'aux pauvres. Et c'est exactement ce qu'on observe. Les bombardements intempestifs, les sanctions extraterritoriales, les annexions à ciel ouvert, le contournement de l'ONU. Bon, ça, je ne m'en plains pas, vous savez tous tout le mal que je pense de l'ONU. À quel moment des autorités africaines pensent-elles qu'il est intéressant de discuter avec les États-Unis concernant une collaboration contre le terrorisme, alors que devant le Sénat américain lui-même, il a été établi que l'USAID finançait les terroristes? Bombastic side-eye. La CIA, c'est une machine qu'on ne peut pas changer. Son travail, c'est de tromper et de tuer les gens. C'est tellement son truc qu'il a fallu que les USA prennent des lois pour leur interdire explicitement de tuer des citoyens américains aux États-Unis et à l'étranger. Une loi qui n'est d'ailleurs pas toujours appliquée. Le National Endowment for Democracy, NED, créé en 1983, est son bras civil et corrupteur pour faire tomber des régimes jugés récalcitrants à travers le monde. Cette agence traite la partie légale des opérations illégales de la CIA, ainsi que l'avait admis son cofondateur Alan Weinstein en 1991 au Washington Post.
Beaucoup de ce que nous faisons aujourd'hui était fait de manière secrète il y a 25 ans par la CIA. Fin de citation. Comme le disait Kissinger, être un ennemi des États-Unis est dangereux, mais être son ami est fatal. Les Joe eux-mêmes nous disent « méfiez-vous de nous ». Mais vous, vous décidez que vous pouvez aller leur faire confiance. Tchaba! Quand on mange à la table du diable, il faut avoir une longue fourchette. Mais s'il faut se méfier des États-Unis, qu'en est-il des autres puissances? Faut-il se rapprocher de la Chine? Là aussi, la prudence est de mise. Ce qui s'est passé au Venezuela, le kidnapping de Nicolás Maduro, alors même qu'une délégation chinoise se trouvait encore à Caracas et avait été reçue par lui la veille, a mis en lumière l'incapacité de la Chine, non pas à protéger Maduro, parce que ce n'est pas son travail, mais à protéger ses propres intérêts. Les Chinois ont versé beaucoup d'argent pour aider le gouvernement à atténuer l'impact des sanctions iniques sur le peuple vénézuélien depuis une quinzaine d'années. En contrepartie, la Chine recevait le pétrole du Venezuela. Or, depuis le coup d'État de Trump, ce sont les États-Unis qui gèrent de facto le pétrole du pays. Alors si la Chine n'est pas capable de défendre ses propres intérêts, si la Chine continue de s'accrocher à un ordre mondial onusien végétatif et au droit international qui est mort, enterré et en état de décomposition avancée, si la Chine veut continuer de la jouer fair play alors que l'adversaire est dans une violence des plus barbares, si la Chine n'est pas capable de montrer ses limites à Donald Trump, quel est l'intérêt de s'allier à elle? Matière à réflexion. Passons maintenant aux mesures que les États africains devraient, selon moi, prendre pour éviter d'être dévorés tout cru par la recolonisation occidentale qui se prépare. Premièrement, l'union est une condition de survie. Aucun État africain pris isolément ne peut résister durablement à une pression extérieure structurée et violente telle qu'on la voit actuellement. Le Niger, le Burkina et le Mali l'ont compris et ont initié une réponse avec la Confédération AES. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut accélérer le tempo vers l'État unitaire. La sécurité durable des populations, des territoires et des institutions passe par l'intégration au sein d'un seul pays et d'un seul marché, l'État fédéral du Liptako-Gourma. Plus c'est retardé, plus ça crée des failles exploitées par les néo-impérialistes, mettant en danger nos acquis et permettant de fragiliser un État pour affaiblir l'ensemble de l'AES. C'est comme pour un trépied. Tu casses un pied, c'est tout le truc qui s'écroule. Il faut créer un bloc costaud. L'État unitaire va profondément modifier le rapport de force en notre faveur. Il contraindrait nos adversaires à revoir leurs calculs en raison non seulement de la taille critique, mais aussi de l'unicité politique et économique de l'ensemble. On ne peut pas attaquer une partie d'un pays tout en traitant normalement avec une autre. Tu ne peux pas attaquer la Californie et continuer comme si de rien n'était de traiter avec la Floride ou le Texas. C'est pourtant ce que l'on continue d'observer au sein de la Confédération et cela doit cesser. Seul l'État unitaire peut garantir la cohérence stratégique, la force et la défense effective des intérêts du Liptako-Gourma. Deuxièmement, il faut préparer la guerre. Ça signifie qu'il faut s'équiper pour les confrontations armées inévitables à venir. Les guerres d'hier étaient horizontales, celles d'aujourd'hui et de demain sont verticales. Pour l'heure, les grandes puissances dominent l'aérien, le spatial, le renseignement et même la logistique globale. Les combattre frontalement sur ces terrains rend une victoire un peu difficile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'équiper en matériel, loin de là. Il faut acquérir des drones, des missiles, des satellites, des défenses solaires, des missiles longue portée, des chars, travailler le renseignement. Il faut même commencer à développer notre propre industrie d'armement. Les pays de l'AES le font. Mais là où l'effort privilégie la destruction rapide, vous avez vu l'Iran, vous avez vu le Venezuela, Gaza, les moins dotés peuvent gagner par la légitimité, l'endurance, la géographie et la symétrie. Les exemples de l'Afghanistan, du Vietnam et même du Sahel
sont là. La guerre aujourd'hui se mène aussi dans les opinions, dans les médias, dans le cyber, sur le terrain diplomatique. La victoire, ce n'est pas seulement battre militairement l'ennemi, mais c'est aussi l'empêcher de gagner en rendant la guerre trop coûteuse, trop longue et trop politiquement toxique pour lui. Et pour mener et gagner ces guerres, notre meilleure arme, c'est la population. Il faut l'éduquer, la préparer, inculquer l'ordre et la discipline et éradiquer les traîtres sans état d'âme afin de dissuader des vocations. Les populations doivent être conscientes que le plus gros est devant nous, que la guerre sera longue, qu'elle sera de haute intensité et que chacun doit faire sa part pour la victoire. Il faut remercier le général Tiani et le capitaine Traoré qui communiquent très bien à ce sujet. L'hiver noir dont parle IB, la mobilisation générale ordonnée au Niger, l'équipement continuel des armées dans les 3 pays de l'AES s'inscrivent dans cette optique de phase de préparation de la population. L'attaque de la base aérienne 101 à Niamey dans la nuit de jeudi, les projets de coup d'État à répétition du clochard d'Amiba au Faso, le blocus du carburant au Mali, le bombardement du Nigeria par les États-Unis depuis le golfe de Guinée, la partition sans fin du Soudan, l'éclatement territorial de la RDC, tout cela confirme ce que j'affirme. Nous sommes en guerre. Le soutien du peuple est crucial pour gagner, surtout face à des adversaires qui sont des grandes et moyennes puissances. J'ai détaillé l'exemple vietnamien qui a battu la France et les États-Unis dans une précédente vidéo que vous pourrez aller regarder après celle-ci si la thématique vous intéresse. Et en passant, n'oubliez pas maintenant de vous abonner et de mettre un like sur cette vidéo. Mais pour faire tout cela, il faut d'abord et avant tout produire de l'argent. Éduquer une population en forte croissance, parce qu'il faut qu'elle augmente, car la démographie est une force. Financer des politiques sociales, moderniser les armées, sécuriser les infrastructures et ne pas être largué par les évolutions technologiques va coûter cher et durablement. La souveraineté qu'il s'agit de mettre en place doit être définitive. Il faudra donc un flux continu d'argent pour la pérenniser. Le problème, c'est que le temps presse et que le temps stratégique n'est pas le même pour tous. Les convoitises extérieures sur nos ressources sont exacerbées. Et là où nos ennemis ont déjà terminé leur réflexion depuis de nombreuses années et sont en phase d'implémentation de la recolonisation de nos territoires, nos pays sont contraints d'accélérer leur transformation économique. Là où d'autres ont 2, 3, 4, 5 ans pour réaliser un projet, nous avons 6 mois. Il s'agit de produire rapidement, intelligemment et de façon soutenue des richesses réelles capables de financer régulièrement et dans la durée notre sécurité, notre stabilité et notre souveraineté. Voilà les 3 mesures que j'ai choisi d'évoquer ici. Il est évident qu'il y en a d'autres que je garde pour mes rencontres avec les décideurs sahéliens et africains. Pour conclure cette vidéo, je voudrais que chacun soit bien conscient qu'il y a de rares fenêtres d'opportunités qui s'offrent à nous, Africains, et qu'il faut les saisir car elles ne reviendront pas de sitôt. Un nouveau Yalta se profile, cette fois entre les USA, la Chine et la Russie. Les discussions sont déjà en cours et de nouvelles zones d'influence se dessinent. Les autres en sont conscients. Quand vous voyez les Européens, les Canadiens paniquer, comme c'est le cas actuellement, c'est parce qu'ils savent cela. Et ils savent que dans cette nouvelle répartition, non seulement ils n'ont pas leur mot à dire, mais en plus, ils vont changer de maître et se retrouver dans la zone d'influence accordée à la Russie. Pour éviter cela, ils sont prêts à toutes les contorsions, tous les avilissements, tous les aplatissements. Quand vous voyez Macron écrire à Trump qu'il est prêt à l'accompagner dans toutes ses dérives, mais en le suppliant de ne pas maltraiter l'Europe comme il brutalise le reste du monde, c'est un homme battu qui s'exprime, à l'image de la France et de l'Europe, apeurée mais dépendante de leur violent mari/papa états-unien.
For sure. Quand vous voyez à Davos le Premier ministre canadien admettre que l'impérialisme ne les dérangeait pas tant qu'ils étaient du côté qui en profitait, c'est une reconnaissance de culpabilité, un aveu de pillage auquel ils se sont livrés et auquel nos chefs d'État devraient réagir. For sure. We knew the story of the international rules-based order was partially false. That the strongest would exempt themselves when convenient. That trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Quand vous voyez le secrétaire général de l'OTAN, Rutte, celui qui l'avait appelé Daddy lors d'une rencontre à Washington, négocier avec Trump un accord sur le Groenland et marteler à ses pairs que l'Europe est incapable de se défendre sans les États-Unis, vous savez qu'ils sont Nyagami. For sure. And if anyone thinks here, again, that the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. Et quand vous voyez le français Macron faire la danse du ventre à Xi Jinping depuis Davos, ou l'anglais Keir Starmer courir ventre à terre à Pékin pour négocier que l'Europe, puisque tel est son destin, soit à l'avenir plutôt dans la zone d'influence de la Chine que de la Russie, vous vous rendez compte combien le désespoir est grand dans lequel ces gens se trouvent. For sure. Alors, il est légitime d'éprouver du plaisir à voir les tensions croissantes entre nos tortionnaires historiques. Il est amusant de voir la servilité de ceux qui se comportaient comme des contremaîtres hier et qui découvrent aujourd'hui qu'ils ne sont que de vulgaires esclaves parmi tant d'autres. Mais il ne faut pas que nous oublions que nous sommes entrés dans une ère où la loi du plus fort a remplacé l'utopie du droit international, où les puissants dévorent les faibles, où les anciens contremaîtres acculés sont prêts à tout pour leur survie, et où la réelle politique et les alliances soigneusement négociées remplacent les discours sur l'amour et l'amitié qui n'existent pas entre les États. Nous sommes en guerre, que le plus rusé, le plus déterminé, le plus vif et le plus stratège gagne. Bienvenue dans la jungle. Peace out.